Une histoire emblématique d'une perfidie redoutable et familière à presque chacun, et ce, dès le plus jeune âge. Le récit nous transporte au temps où les Grecs, après avoir érigé un cheval de bois aux proportions colossales, le laissèrent au pied d'une cité réputée imprenable, simulant un retrait stratégique. Les Troyens, aveuglés par cette victoire trompeuse et prenant l'étrange structure pour un présent divin, la firent pénétrer dans l'enceinte de leurs murs. La même nuit, les guerriers dissimulés dans ses flancs ouvrirent les portes à leur armée. La grande cité tomba, et cette scène s'inscrivit à jamais dans les annales des stratagèmes guerriers. Ce récit, gravé dans les manuels scolaires, les livres de jeunesse et les œuvres antiques comme contemporaines, est profondément ancré dans notre imaginaire collectif. Sans même en maîtriser les subtilités, l'esprit reconstitue aisément les images fondamentales. Des héros revêtus de bronze, une cité condamnée, la splendeur éblouissante d'Hélène et Achille, drapée d'une gloire impérissable. Les légendes de la guerre de Troie elles-mêmes plongent leurs racines dans les profondeurs de l'Antiquité, au cœur de l'ère que l'on nomme l'âge du bronze tardif. Le cadre historique auquel ces événements mythiques sont communément associés se situe vers la fin du XIIIe siècle avant notre ère. C'est à ce moment-là, selon la tradition postérieure, que les confédérations de peuples de la Grèce continentale, connues sous le nom d'Achéens, auraient orchestré une vaste expédition maritime en direction de la côte occidentale de l'Asie mineure. Leur quête ultime visait une cité opulente et imprenable, désignée le plus souvent sous l'appellation d'Ilion dans les textes de la Grèce antique. Le nom d'Ilion, fréquemment rencontré dans la poésie homérique et les autres épopées, est l'une des appellations de la légendaire Troie. La cité était jadis implantée au nord-ouest de l'Asie mineure, dans cette région historique que les auteurs de l'Antiquité désignaient sous le nom de Troade. Aujourd'hui, cette zone appartient à la Turquie contemporaine, en bordure du détroit des Dardanelles, un passage d'une importance stratégique capitale, qui relie la mer Égée aux voies navigables intérieures. Une telle situation géographique conférait à la ville une valeur inestimable. Dominer ce goulet maritime étroit offrait les clés d'une part prépondérante du commerce international et des itinéraires maritimes cruciaux de l'époque, par lesquels cheminaient sans cesse caravanes et navires marchands. Le récit de la guerre de Troie s'est mué en un mythe central et fondamental de l'ensemble de la civilisation grecque antique. Existant d'abord sous une forme purement orale, il se transmit de génération en génération de rhapsodes, s'étoffant progressivement de détails. Par la suite, ces chants fragmentés devinrent le socle de grandes épopées qui ne furent pas de simples monuments littéraires, mais des sources capitales pour appréhender la culture hellénique. Cette tradition épique façonna non seulement les arts, mais aussi la manière même d'appréhender le passé, où la mémoire historique et la conscience mythologique se sont entrelacées en un tout unique et inséparable. Autour de cette trame narrative s'est édifié un complexe solide de représentations sur l'héroïsme, le devoir martial, la quête de la gloire et le prix exorbitant de tout conflit, faisant de la guerre de Troie un pilier indissociable de la matrice culturelle européenne. Toutefois, le récit qui nous est parvenu à travers le prisme de la haute poésie est bien davantage qu'une simple œuvre d'imagination. Il est fort probable qu'il recèle en son sein les échos d'événements historiques authentiques. Depuis plus de 200 ans, les esprits les plus sagaces, qu'ils soient historiens, archéologues ou philologues, s'efforcent de percer cette énigme. Leur quête inlassable vise à distinguer le grain de la vérité historique de l'ivraie de l'exagération poétique, afin de démêler la réalité qui se dissimule derrière les vers intemporels de l'épopée antique. L'histoire de la guerre de Troie se présente à nous comme une strate culturelle complexe, façonnée par des siècles de tradition orale, de poésie épique et d'élaboration littéraire subséquente. La source principale et incontestablement la plus influente demeure le poème de l'Iliade, dont la paternité est attribuée à Homère.
C'est cette œuvre qui a forgé l'image canonique de la guerre, de ses protagonistes majeurs et des péripéties dramatiques. Or, le contenu du poème, contrairement à une idée reçue, ne constitue pas une chronique exhaustive du siège décennal. Il ne couvre qu'un épisode bref mais décisif de la dernière année du conflit, se concentrant sur la querelle funeste d'Achille avec le roi Agamemnon, la mort de son ami Patrocle et le duel acharné avec le défenseur de Troie, Hector. Malgré des limites temporelles aussi restreintes, le texte de l'Iliade renferme une construction culturelle d'une puissance saisissante. À travers les dialogues et les actions des personnages, les descriptions minutieuses des armures, des rites funéraires et des coutumes guerrières se révèlent à nous non pas une simple intrigue, mais une vision holistique du monde de l'homme antique, avec ses conceptions de la vaillance, de l'honneur, du destin et de l'intervention divine. Le poème n'est pas né d'une illumination instantanée d'un seul génie, mais résulte d'une longue évolution pluriséculaire de la tradition orale. Les événements mêmes qui en sont le substrat sont datés de la fin du XIIIe siècle avant notre ère, tandis que l'Iliade fut couchée sur papier seulement au VIIIe siècle avant notre ère, soit près de 500 ans plus tard. Durant tout ce laps de temps, les légendes des héros perdurèrent sous forme de chants, interprétés par des aèdes, ces poètes chanteurs itinérants. Le style et la structure même du poème indiquent sans équivoque que son texte a été maintes fois retravaillé et ciselé dans l'esprit et sur les lèvres d'innombrables conteurs. C'est ainsi que l'éphémère tradition orale s'est figée dans les vers monumentaux de l'épopée, modelant à jamais notre perception de cette guerre. Mais que se passerait-il si ce texte canonique n'était qu'une version parmi tant d'autres, les autres, peut-être plus proches de la vérité, ayant été ensevelis à jamais sous son ombre tutélaire? Le texte de l'Iliade entrelace de manière singulière des éléments appartenant à des périodes historiques radicalement différentes, de la fin de l'âge du bronze à l'époque archaïque. Archéologues et historiens y décèlent des détails caractéristiques de diverses strates culturelles, créant ainsi une mosaïque complexe d'anachronismes. Par exemple, les descriptions de certains types de casques, des techniques de construction des fortifications, des tactiques de combat et même des rituels de sacrifice aux dieux se rapportent souvent à des traditions plus tardives qu'à l'époque présumée de la guerre de Troie. Tout ceci constitue un témoignage convaincant que nous n'avons pas affaire à une retranscription directe d'une antique chronique, mais plutôt à une fixation littéraire d'un mythe profondément enraciné, cristallisé au fil des siècles. C'est pourquoi l'Iliade ne saurait être considérée comme un document historique d'une fiabilité absolue. Elle ne reflète pas tant le contenu factuel des événements que les représentations des anciens Grecs concernant leur passé héroïque. Outre l'Iliade, d'autres œuvres épiques existaient, regroupées sous l'appellation de cycles épiques ou troyens. Il s'agissait d'un vaste corpus de poèmes qui relataient en détail les diverses phases de la guerre de Troie. Certains narraient les événements précédant le conflit, d'autres la chute même de la grande cité, et d'autres encore le retour long et tragique des héros survivants dans leur patrie. Parmi les plus célèbres figuraient la Cypria, l'Éthiopide, la Petite Iliade et la Destruction d'Ilion. Tous ces textes furent composés au 7e ou au 6e siècle avant notre ère. Cependant, ils ne nous sont parvenus que sous la forme de rares fragments ou de brefs résumés par des auteurs antiques plus tardifs. Néanmoins, grâce à ces bribes d'informations, nous pouvons reconstituer la structure générale du récit mythologique, qui était perçu dans l'Antiquité comme une vision cohérente, quoique non toujours linéaire, du passé. L'intérêt pour les événements de la guerre de Troie ne s'est pas éteint avec l'avènement de la Grèce classique. Au 5e siècle avant notre ère, les grands dramaturges, en particulier Échille, Sophocle et Euripide, se sont penchés avec ferveur sur ces récits.
Chacun d'eux a interprété à sa manière les images et les motifs canoniques de l'épopée antique, les imprégnant d'un sens nouveau, en phase avec leur époque. Ainsi, chez Euripide, les héros évoluent dans une atmosphère de choix tragiques déchirants et d'intenses déchirements psychologiques, la guerre elle-même ne servant que de toile de fond à des réflexions philosophiques sur la nature du destin, de la justice et de la souffrance humaine. À l'époque romaine, ce thème a connu un développement nouveau et monumental. L'œuvre la plus significative fut le Énéide de Virgile, composé au 1er siècle avant notre ère. Dans ce poème, le héros troyen Énée, rescapé de la cité en flammes, devient le fondateur de la grande nation romaine. Ici, le mythe est utilisé dans une optique politique. À travers le destin d'Énée, les Romains construisaient leur légitimité en se rattachant à un passé héroïque et légendaire, justifiant ainsi leur propre pouvoir et leurs ambitions impériales. Pendant de nombreux siècles, la guerre de Troie fut perçue exclusivement comme un beau mythe. Bien qu'Homère ait décrit les événements avec une vivacité et une précision étonnantes, les savants et penseurs européens, jusqu'au XIXe siècle, considéraient ces récits comme de pures conventions littéraires. Ni l'emplacement exact de la légendaire Troie, ni aucune de ses traces matérielles n'était connue de la science. Tout changea au milieu du XIXe siècle, lorsqu'un homme osa croire qu'une histoire authentique se cachait derrière les vers de la haute poésie. Cet homme était Heinrich Schliemann, un commerçant allemand passionné de culture grecque antique dès son plus jeune âge. Ayant lu l'Iliade dans sa jeunesse, il conserva toute sa vie une conviction inébranlable que la ville décrite dans le poème avait réellement existé. Malgré l'absence totale de formation archéologique, Schliemann consacra sa vie et sa fortune à la recherche de la cité chantée par Homère. Il était persuadé qu'en suivant scrupuleusement les indications géographiques contenues dans le texte du poème, il serait possible de découvrir les lieux réels qui en avaient été le fondement. En 1870, Schliemann entreprit des fouilles d'une grande envergure sur le tel d'Isarlik, situé au nord-ouest de l'Asie mineure, dans les limites de l'ancienne Troade. Il s'appuyait sur les repères décrits dans l'Iliade, la proximité du détroit, le paysage de plaine et la mention de 2 rivières. Dès les premières saisons, ces efforts furent couronnés de succès. Furent découverts les vestiges de puissantes fortifications, de multiples couches de destruction et des horizons culturels appartenant manifestement à différentes époques. Ces trouvailles confirmèrent de manière irréfutable qu'un établissement ancien et puissant avait bel et bien existé sur cette colline et qu'il avait été détruit et renaît de ses cendres à maintes reprises. Cependant, les premières fouilles de Schliemann, malgré leur importance, furent d'une nature très destructrice. Ne maîtrisant pas les méthodes scientifiques de la stratigraphie, l'étude par couches des dépôts culturels, il n'hésita pas à entailler sans ménagement les couches plus récentes dans son impatience à atteindre la Troie la plus ancienne, la Troie homérique. Son intérêt principal se portait sur les découvertes spectaculaires qui, il en était passionnément convaincu, pouvaient appartenir aux héros de l'épopée. Sa découverte la plus célèbre fut le trésor de Priam, un ensemble impressionnant de bijoux en or, de vases et d'autres objets que Schliemann s'empressa de déclarer comme les trésors du légendaire roi troyen. Ce n'est que plus tard qu'il fut établi que ces magnifiques artefacts appartenaient à une période bien plus ancienne, environ au milieu du 3e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire qu'ils avaient été créés plus de 1000 ans avant la guerre de Troie présumée. Malgré ses nombreuses erreurs et ses méthodes parfois brutales, Schliemann a réussi l'essentiel. Il a prouvé au monde entier que sous le tel d'Isarlik se cachaient bien les ruines d'une grande cité antique, et non pas simplement le fruit d'une imagination poétique. Par la suite, les fouilles furent poursuivies par des archéologues professionnels, parmi lesquels Wilhelm Dörpfeld joua un rôle de premier plan.
Cet ingénieur et chercheur allemand appliqua à l'étude de Troie une approche scientifique systématique et une analyse stratigraphique, ce qui permit pour la première fois d'établir une structure et une chronologie claire des cités qui se sont succédées sur ce site. L'archéologie moderne n'identifie pas une seule ville sur le tel d'Isarlik, mais une séquence complète de nombreux établissements couvrant une période allant du néolithique à l'époque romaine. Ainsi, grâce à l'audace d'un rêveur, le mythe commença à prendre corps, mais chaque nouvelle couche de terre mise au jour ne faisait qu'ajouter de nouvelles questions à l'ancienne légende. Il est généralement admis que les principaux candidats au titre de Troie historique sont les couches que les archéologues ont désignées comme Troie Six et Troie Sept. L'établissement de Troie Six, qui exista approximativement du XVIIIe au XIIIe siècle avant notre ère, était une cité majeure, superbement fortifiée, dotée de murs de pierre massifs et d'une architecture monumentale. Culturellement, elle montrait une proximité évidente avec la Grèce mycénienne et témoignait également d'un haut degré d'organisation de la vie urbaine. Cependant, il semblerait que cette ville n'ait pas péri sous la main d'un ennemi, mais à la suite d'un puissant tremblement de terre dont les traces sont bien visibles. La couche suivante, Troie Sept, est datée de la période allant du XIIIe à la fin du XIIe siècle avant notre ère, et c'est elle qui porte les marques évidentes d'une destruction violente causée par le feu et des actions militaires. Dans les ruines des maisons de cette période, des restes humains, des armes brisées et des murs effondrés ont été découverts. Tout cela fut longtemps considéré comme la preuve la plus probable que cette ville fut bien détruite au cours d'une guerre. Les archéologues notent également que Troie Sept était habitée par les mêmes populations que Troie Six, mais avec des ressources visiblement moindres et une architecture plus simple, comme si la ville était en état de déclin, de stress ou se préparait à un long siège. Néanmoins, une correspondance parfaite avec la description poétique d'Homère n'a pu être trouvée. L'archéologie n'a jusqu'à présent fourni aucune trace de cheval de bois, aucune mention de noms royaux spécifiques dans les inscriptions découvertes, ni de preuves évidentes du lien entre la chute de la ville et les Achéens. La Troie réelle était très probablement une ville importante au carrefour de deux mondes, égéen et anatolien, un nœud clé sur les routes commerciales et vraisemblablement un objet de revendication territoriale et économique de la part des puissants États mycéniens. Les données archéologiques confirment de manière irréfutable que toute cette région, à la fin de l'âge du bronze, a traversé une période de bouleversements majeurs, politiques, militaires et économiques. L'aube de la guerre de Troie, telle que la conte la tradition poétique, s'enracine dans un mythe ancestral où se mêlaient, dans un ballet divin et humain, non seulement les destins des héros mortels, mais aussi la volonté capricieuse des dieux olympiens. Le fil de cette épopée se déroule lors des somptueuses noces du roi Pélée et de la déesse marine Thétis, un banquet céleste où furent conviés tous les immortels, à l'exception d'Éris, la déesse de la discorde. Outragée par un tel affront, elle s'invita sans préavis à la célébration et déposa sur la table une pomme d'or, portant la gravure lapidaire « À la plus belle ». Cet acte d'une audace inouïe embrassa instantanément une querelle acharnée entre trois déesses omnipotentes, Héra, Athéna et Aphrodite. Afin de prévenir toute conflagration ouverte sur l'Olympe, les dieux conférèrent la tâche de trancher cette discorde à un mortel, Paris, le prince troyen, fils du roi Priam. Chacune des divinités tenta d'attirer le jeune homme dans ses filets, lui promettant en retour une récompense inégalée. Héra, l'auguste épouse de Zeus, lui offrait le pouvoir sur d'innombrables peuples et des territoires s'étendant à perte de vue. Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, lui assurait la gloire d'un guerrier invaincu et une perspicacité sans pareille dans la gouvernance des affaires publiques. Quant à Aphrodite, la déesse de l'amour, elle lui offrit l'amour de la plus belle femme du monde entier. Paris accorda la pomme de la discorde à Aphrodite,
scellant par ce geste le destin de sa lignée et de tout son peuple. En guise de récompense, la déesse lui désigna la voie menant à Hélène, fille de Zeus en personne et épouse de Ménélas, le roi de Sparte. Selon la légende, Paris arriva à Sparte sous les dehors d'une mission diplomatique. Il y fut accueilli avec une grande hospitalité, puis, abusant de cette confiance, il enleva Hélène et la ramena à Troie. Certaines versions du mythe avancent qu'elle le suivit de plein gré, subjuguée par sa beauté, tandis que d'autres soutiennent avec insistance qu'elle fut emmenée de force. Quoi qu'il en soit, cet acte devint la raison formelle du conflit qui précipita la mobilisation de toutes les forces grecques. Bien qu'à première vue, cette histoire puisse apparaître comme un simple mythe enchanteur, elle recèle en son sein des notions profondes et pérennes du devoir, du dilemme moral et de l'ordre cosmique. Comme le soulignait l'éminent mythologue Walter Burkert, les mythes antiques, au travers des figures divines et héroïques, articulaient les plus complexes des conflits moraux, qui résonnaient avec acuité et pertinence auprès des sociétés de leur époque. Les déesses de ce récit ne sont pas de simples figures allégoriques. Elles incarnent trois principes fondamentaux: la puissance politique, Héra, la force martiale et la sagesse, Athéna, ainsi que les liens affectifs et les alliances dynastiques, Aphrodite. Pour un souverain de l'âge du bronze tardif, ces trois dimensions formaient le socle même de son existence politique. Paris, en optant pour l'amour, renonça délibérément à la force et aux lourdes responsabilités inhérentes à son statut de dirigeant. Son choix brisa l'équilibre précaire des forces sur lesquelles l'État repose, et c'est précisément cette transgression qui, en fin de compte, précipita la catastrophe d'une guerre dévastatrice. Dans cette fresque narrative, Hélène joue un rôle bien plus considérable qu'une simple figure de beauté. Elle incarne le maillon vivant qui scelle l'union de deux royaumes. Son union matrimoniale ne constituait pas seulement un lien personnel, mais surtout un acte politique d'une portée capitale, cimentant la loyauté et l'alliance. La rupture d'une telle alliance équivalait à un défi frontal lancé à l'intégralité de l'ordre politique du monde achéen. C'est la raison pour laquelle Ménélas, bafoué dans son honneur, sollicita l'appui des autres souverains grecs. Leur riposte à cette violation des traités et des serments scellés prit la forme d'une expédition collective. Dans les épopées, cet événement est dépeint comme une noble vengeance pour l'honneur bafoué. Mais au cœur même de la structure mythique se dessine avec netteté l'idée d'une rétribution collective pour la transgression d'un pacte sacré. Transgression qui ne saurait, ni ne devrait, demeurer impunie. Poursuivant le canon poétique, l'avant-préparation de l'expédition implique la convocation des plus éminents rois et héros de toute la Grèce. Au cœur de cette entreprise se tient Agamemnon, le puissant souverain de Mycène et frère aîné de Ménélas. C'est lui qui se voit confier le commandement suprême de la coalition unie. Le rusé Ulysse, roi d'Ithaque, prend également part au rassemblement des troupes, aux côtés d'autres figures héroïques illustres, le plus grand des guerriers, Achille, le valeureux Ajax et le sage vieillard Nestor. Chacun d'eux répond à l'appel non seulement en ami de Ménélas, mais en allié d'une cause commune, touchant l'honneur et la sécurité de l'ensemble de la terre hellénique. Cela souligne, dès les prémices, l'ampleur du conflit. Il déborde rapidement du cadre d'une offense personnelle pour se muer en une entreprise d'envergure nationale. Pour saisir pleinement pourquoi Troie se retrouva au centre de ce grandiose récit poétique, il est impératif de jeter un regard éclairé sur la carte politique de la Méditerranée orientale au XIIIe siècle avant notre ère. C'était une époque complexe où s'entremêlaient les intérêts de puissances majeures. À l'ouest s'épanouissait la civilisation mycénienne, un réseau de cités-palais parfaitement structurés, unis par une culture commune, un système d'écriture linéaire et un commerce maritime des plus actifs. Leur regard, empli d'ambition et d'une soif ardente de nouvelles richesses, se tournait avec une fréquence croissante vers l'Orient,
où, au-delà d'un détroit étroit, gisait la clé des trésors inestimables de l'Asie. Les Achéens, comme il est d'usage de désigner ces peuples dans la science contemporaine, furent les bâtisseurs d'une civilisation hautement développée. Ils érigeaient d'imprenables forteresses de pierre, possédaient une administration centralisée et entretenaient des relations commerciales florissantes avec les contrées lointaines de l'Orient, notamment des centres prospères tels que Chypre, la Syrie et même la puissante Égypte. Leurs vaisseaux sillonnaient les mers, acheminant biens, idées et influences culturelles, ce qui conférait au monde mycénien un rôle majeur sur la scène internationale. À l'est, sur les vastes étendues de la péninsule anatolienne, s'étendait le puissant empire hittite. C'était une puissance redoutable, dotée d'une bureaucratie scripturale élaborée, d'une armée impressionnante et bien organisée, ainsi que d'un réseau étendu de cités-États vassales qui payaient tribut et fournissaient des guerriers. L'influence des rois hittites s'étendait sur toute l'Anatolie centrale et couvrait une part significative du nord de la Syrie, les plaçant en concurrent direct de l'Égypte pour l'hégémonie régionale. C'est précisément entre ces deux géants, à la croisée stratégique des civilisations, que se trouvait la ville que nous connaissons sous le nom de Troie, une proie alléchante, dont le destin semblait scellé par sa seule position géographique. À la croisée géopolitique entre la puissante Hattie et le conglomérat des royaumes mycéniens, se situait la région côtière de la Troade. C'est là, comme le révèlent les fouilles archéologiques, que s'élevait la légendaire cité fortifiée que les historiens identifient à Troie. Cette position frontalière préordonna son destin, l'entraînant inévitablement dans le tourbillon de la politique internationale de l'époque. Dans les documents cunéiformes hittites, cette cité est désignée sous le nom de Wilusa, et son importance stratégique était difficilement surestimable. Elle gardait l'entrée même des Dardanelles, ces portes maritimes qui ouvraient le passage de la mer Égée vers la mer de Marmara et au-delà vers les ressources inépuisables du Ponteusin. Cette artère aquatique constituait une route commerciale d'une importance vitale, par laquelle parvenaient vers les mondes égéens et anatoliens métaux, céréales et bois précieux en provenance du nord. Posséder le contrôle de ce défilé étroit conférait, de fait, une domination sur une part significative du commerce international, transformant Troie en une pièce maîtresse et un acteur clé sur l'échiquier politique. Dans de telles circonstances, la ville ne pouvait tout simplement pas conserver sa neutralité. Sa loyauté, ses alliances militaires, ses accords commerciaux et même les unions matrimoniales de sa dynastie régnante devenaient l'objet d'une attention scrupuleuse et d'une pression constante de la part des puissances les plus imposantes. L'archéologie dresse le tableau d'un centre florissant et puissamment fortifié au XIIIe siècle avant notre ère. De vastes murs bâtis à partir de blocs de pierre cyclopéens, des systèmes ingénieux de collecte et de stockage de l'eau, de nombreuses structures domestiques et les artefacts mis au jour témoignent d'un niveau élevé d'organisation de la vie urbaine. Cependant, malgré toute cette richesse, la culture matérielle de Troie se distinguait nettement de celle de Mycène. On y trouvait d'autres traditions architecturales, une céramique différente et des rites funéraires propres à la région. Tout cela indique que Troie, bien qu'en dialogue constant avec le monde égéen, appartenait culturellement au cercle anatolien. Quant à la nature des relations entre Troie et les Mycéniens, nous pouvons en juger grâce aux informations inestimables conservées dans les archives d'État hittites. La correspondance diplomatique en provenance de la capitale Hattusa mentionne à plusieurs reprises la puissance d'Ahiyawa, derrière laquelle se cachait très probablement une confédération de royaumes grecs et ses relations complexes avec Wilusa. Ces textes enregistrent des litiges territoriaux, des mariages dynastiques, des interventions militaires et des tentatives des rois hittites de jouer les médiateurs dans les conflits. Ainsi, nous constatons que l'antagonisme entre les mondes grecs et anatoliens dans cette région était une réalité tangible bien avant que la poésie épique ne l'immortalise. Et bien que les fouilles n'aient pas encore fourni de preuves directes confirmant une seule guerre massive et dévastatrice,
Le tableau général de la fin du XIIIe siècle avant notre ère est imprégné de signes d'une tension croissante. Ayant ainsi esquissé cette scène politique, nous pouvons nous tourner vers les figures qui sont devenues des héros immortels dans la tradition épique. Les légendes de Troie sont impensables sans les noms qui ont fondé la mémoire culturelle de la Grèce antique, et Achille occupe une place centrale, incarnation des notions de bravoure, d'honneur et de gloire éternelle. Son image transcende de loin le simple personnage mythologique, offrant la quintessence de l'idéal héroïque. La tradition rapporte qu'Achille était le fruit de l'union entre le roi mortel Pélée, souverain de Phthie en Grèce septentrionale, et la déesse marine Thétis. Il était issu d'un milieu que les chercheurs contemporains associent avec certitude à l'aristocratie militaire thessalienne. Cette hypothèse trouve son ancrage dans l'archéologie. Les découvertes en Thessalie, notamment aux environs de l'actuelle Pharsale, confirment l'existence, au XIIIe siècle avant notre ère, de centres fortifiés où l'on produisait des armes de bronze et où l'on entretenait des contacts étroits avec Mycène. Un tel environnement était un terreau idéal pour la naissance de récits sur de grands guerriers dont les exploits, avec le temps, se pareraient de mythes. Le jeune héros fut éduqué par le centaure Chiron, une créature sage en qui la conscience mythologique fusionnait la puissance animale de la nature et la sagesse humaine la plus élevée. Ce motif symbolise une idée fondamentale de l'Antiquité, la nécessité d'une harmonie entre l'indomptable fureur guerrière et une stricte discipline intérieure. Chiron enseigna à Achille non seulement les arts martiaux et la chasse, mais aussi la médecine et la musique, ce qui, aux yeux de la tradition poétique, conférait à son image une dimension presque surhumaine. Au fil des siècles, la figure du héros s'enrichit de nouveaux détails, et l'un des plus célèbres fut la légende de son invulnérabilité. Selon des versions plus tardives du mythe, Thétis, désireuse de rendre son fils immortel, le plongea dans les eaux sacrées du fleuve souterrain, le Styx. Tout son corps devint alors invulnérable à toute arme, à l'exception du talon, l'endroit même par lequel elle tenait le nourrisson. Il est crucial de noter que cette histoire est absente de l'Iliade d'Homère. Là, Achille apparaît comme le plus grand, mais néanmoins mortel, des guerriers. Pourtant, l'expression « talon d'Achille » s'est solidement ancrée dans la culture mondiale, devenant une métaphore universelle de la vulnérabilité cachée chez ceux qui semblent invincibles. Les historiens, bien entendu, ne disposent d'aucune preuve tangible de l'existence d'une personne réelle portant ce nom. Cependant, l'image même du héros a su cristalliser les traits distinctifs de la culture guerrière d'élite de l'âge du bronze tardif. Des chercheurs éminents tels que Moses Finlay et Walter Burkert ont d'ailleurs souligné que la figure d'Achille aurait pu condenser en elle les traits et les prouesses de véritables chefs et meneurs de troupes, dont la renommée, transmise de bouche à oreille, se serait progressivement mythifiée pour acquérir une portée symbolique. Mais l'axe central autour duquel son caractère s'articule dans l'épopée n'est pas tant sa puissance physique que le choix tragique qui s'offre à lui entre son destin et sa gloire. Selon les vers de l'épopée, cette prescience lui est révélée par sa mère divine. Thétis révèle à son fils que prendre part à l'expédition troyenne le mènera inéluctablement à une mort précoce, mais qu'en contrepartie, cette participation lui assurera une gloire éternelle, capable de traverser les millénaires. Ce choix préétabli entre une longue vie obscure et une gloire brève mais éclatante devint la boussole morale qui orienta l'intégralité du récit vers son dénouement à la fois tragique et grandiose. S'il devait choisir de regagner son foyer, une existence longue et paisible l'attendrait, mais son nom tomberait irrémédiablement dans l'oubli. Du point de vue des valeurs de cette époque héroïque, un tel choix n'était pas perçu comme une tragédie personnelle, mais au contraire, comme l'affirmation triomphante d'un idéal supérieur. Dans un monde où la mémoire d'un homme ne perdurait qu'à travers les chants des Aèdes et les rituels,
La gloire posthume était l'équivalent même de l'immortalité. Ce motif ne se limite d'ailleurs pas à la seule culture grecque. Dans les textes anciens du royaume hittite et même dans l'épopée sumérienne de Gilgamesh, l'on retrouve des idées similaires, où l'acte héroïque s'érige en unique voie vers une vie éternelle dans la mémoire des générations futures. Achille n'occupe aucune fonction officielle de commandement au sein de l'armée achéenne. Il agit comme une force indépendante, faisant formellement partie de l'armée alliée, mais son autorité incontestée repose exclusivement sur sa vaillance guerrière, la loyauté de sa suite personnelle et sa renommée éclatante. Son image correspond d'ailleurs parfaitement à la logique du chef de guerre, dont le pouvoir repose sur l'idée de courage personnel et non sur un statut administratif. Pour la mentalité militaire de l'époque mycénienne, une telle structure était absolument organique. Même au sein de campagnes militaires d'envergure, chacun des rois-chefs conservait une autonomie considérable. Son armement, bouclier, casque, lance et cuirasse se transforment, sous la plume poétique d'Homère, en des objets d'une signification quasi sacrée, presque divine. Avec un frisson particulier et une minutie des plus grandes, le poète décrit le bouclier forgé pour le héros par le dieu forgeron Héphaïstos en personne. Sur sa surface se déploie un univers entier. Scènes de vie paisible et de sièges sanglants, tableaux de moisson et de justice, rondes nuptiales et plaintes funèbres. Ce bouclier devient l'image synthétique de la totalité du cosmos, au sein duquel le héros est destiné à agir et à périr. Après l'imposante figure d'Achille, il est essentiel de se pencher sur ceux qui, lors de l'expédition troyenne, incarnaient un tout autre type d'influence. Agamemnon et Ménélas, quant à eux, évoluaient dans une sphère de pouvoir qui ne reposait ni sur une fureur indomptable, ni sur une force personnelle, mais bien sur la haute lignée d'une dynastie régnante et une structure politique élaborée. Leur rôle, tant dans le mythe que dans la culture, révèle les conceptions de l'âge du bronze tardif quant à la nature du pouvoir royal et à ses mécanismes de fonctionnement au sein d'une fragile coalition intertribale. Les figures des Atrides, les illustres frères, occupent une place prépondérante au sein de la tradition épique, modelant chez les auditeurs et les lecteurs une compréhension de la notion de pouvoir, de l'honneur familial et des principes de leadership de cette époque lointaine. Bien que l'Iliade dépeigne les deux frères comme de puissants souverains et chefs de guerre, leur rôle, tant dans l'intrigue que dans la conscience culturelle, divergent de manière significative. L'un endosse le rôle du commandant en chef formel, tandis que l'autre se révèle l'initiateur personnel de l'ensemble du conflit. Dans le poème homérique, Agamemnon incarne le chef suprême de l'armée achéenne unifiée. Son autorité ne s'étend pas seulement à sa Mycène natale, mais aussi à l'ensemble des troupes rassemblées au pied des murailles de Troie. Le célèbre catalogue des navires, inséré dans le texte de l'Iliade, souligne qu'il mena personnellement avec lui 100 navires, une flotte d'une ampleur inédite, témoignant de la puissance de son royaume. Son statut reflète avec précision le modèle de pouvoir mycénien. Un puissant centre palatial contrôlant de vastes ressources, une armée redoutable et un réseau entier de colonies dépendantes. Les preuves archéologiques corroborent pleinement cette image. À la fin de l'âge du bronze, Mycène était de fait l'un des centres les plus opulents et les plus influents de tout le monde égéen. Un palais perché sur une colline imprenable, ceint de murailles cyclopéennes, d'immenses entrepôts regorgeant de provisions, des tombes royales débordant d'armes précieuses et de trésors d'or. L'ensemble atteste l'existence d'un système étatique complexe et centralisé. Un souverain d'une telle envergure, tel qu'Agamemnon est représenté, s'inscrit parfaitement dans les réalités historiques du monde mycénien. Pourtant, dans l'épopée elle-même, Agamemnon apparaît dépourvu du charisme d'un véritable meneur d'hommes. Son autorité revêt plutôt un caractère politique, voire purement formel. Il décide qui gratifier et qui déposséder de son butin.
Il gère les ressources collectives et impartit les ordres. Cependant, son autorité est loin d'être absolue. D'autres rois contestent tardivement ses décisions, et la fameuse querelle avec Achille illustre à merveille l'autonomie qui prévalait chez les chefs individuels au sein de l'alliance militaire grecque. Le conflit entre eux éclate sur la question de la répartition du butin de guerre. Agamemnon, contraint de restituer l'une des captives, exige en compensation un trophée revenant de droit à Achille. Cet acte est perçu comme une violation flagrante de l'éthique guerrière, où les mérites personnels et la vaillance étaient estimés bien au-delà du rang formel. La scène de la querelle souligne que le pouvoir, lors de cette expédition, reposait sur un fragile équilibre d'influence et non sur une soumission inconditionnelle. Ménélas, le frère d'Agamemnon et souverain de Sparte, est dépeint dans l'épopée comme un homme plus posé et moins autoritaire, mais c'est précisément lui qui détient un intérêt personnel et direct dans ce conflit, car son épouse Hélène a été enlevée et emmenée à Troie. Dans le récit homérique, Ménélas n'est pas le commandant suprême, mais plutôt un acteur essentiel pour qui la guerre devient le moyen de recouvrer son honneur personnel et de restaurer ses droits bafoués. Son portrait vient compléter le tableau du monde de la culture mycénienne, où le mariage dynastique était envisagé comme une alliance politique de première importance et dont la violation exigeait une riposte militaire immédiate et résolue. L'un des épisodes cruciaux qui précèdent la guerre est la scène du banquet à Sparte. Le prince troyen Paris, en visite, prend part à un festin somptueux dans la demeure de Ménélas. Le poète brosse le tableau d'une opulence inouïe. Vaisselle d'or, domesticité nombreuse, mets abondants et un palais d'une grandeur démesurée. Cependant, cet épisode, qui véhicule une vision plus tardive de la splendeur royale, est en décalage avec les données archéologiques. Sparte, au XIIIe siècle avant notre ère, était un établissement plutôt modeste, bien que présentant une présence mycénienne manifeste. Aucune trace de palais similaire à ceux de Mycène n'a été mise au jour dans cette région. Ainsi, la description éblouissante de la cour spartiate dans le poème reflète vraisemblablement des conceptions archaïques, voire classiques, du pouvoir royal, superposées à l'ancien récit. Cela nous amène à nous interroger. Si même la description du monde matériel des héros a subi une telle transformation, à quel point leur véritable motivation et l'essence même de leurs actions ont-elles pu se modifier au fil des siècles de transmission orale? Une Sparte aussi majestueuse a, fort probablement, été inventée rétrospectivement, afin que les figures de ces souverains légendaires apparaissent plus dignes et à la hauteur de l'ampleur des événements épiques. Dans le contexte archéologique, Sparte, à la fin de l'âge du bronze, a été étudiée de manière significativement moins approfondie que Mycène. À l'emplacement du futur Grand Polis se trouvaient des implantations dispersées, appartenant à la sphère d'influence de la Laconie. Néanmoins, une présence mycénienne indéniable dans la région est attestée par de nombreuses découvertes de céramiques caractéristiques, d'objets en bronze et même de vestiges de construction que l'on peut attribuer à l'architecture palatiale. Cela donne de solides raisons de penser que la figure de Ménélas a pu reposer sur une base historique réelle, même si sa représentation dans l'épopée est moins détaillée que celle de son puissant frère. Il est fascinant d'observer comment, dans la tradition antique ultérieure, particulièrement dans l'art dramatique, l'image d'Agamemnon s'est transformée. Il est devenu l'incarnation d'un pouvoir tragique, portant le fardeau des décisions les plus lourdes et la fatalité inéluctable du conflit. Il n'est plus seulement un chef de guerre, mais une figure contrainte de consentir des sacrifices personnels au nom de la cause commune. Ménélas, en revanche, est resté un personnage d'une dimension plus intime, presque familiale, reflétant les notions d'affront personnel, de devoir dynastique et de la tentative désespérée de recouvrer ce qui a été perdu. Un tout autre type de héros
Tel que le décrivent les sources épiques, était Ulysse, le rusé souverain de l'île d'Ithaque. Sa renommée ne reposait pas tant sur la force des armes que sur la finesse de son esprit, son don d'éloquence et sa capacité à trouver des solutions originales. Dans le cycle troyen, il joue un rôle capital, bien que pas toujours ostensible, de conseiller, de diplomate et d'organisateur, dont l'influence se fait sentir tout au long de la guerre et même après son dénouement. Dans l'Iliade, Ulysse combat au même titre que tous les autres et participe au conseil de guerre. Il ne compte cependant pas parmi les guerriers dont la bravoure se manifeste dans les duels acharnés, à l'instar d'Achille ou d'Ajax. Son principal atout est la puissance de son discours, sa pensée stratégique et une aptitude singulière à aplanir les différends. C'est précisément lui que l'on dépêche auprès d'Achille, lorsque ce dernier, en colère, refuse de prendre part au combat. Cela survient après la querelle humiliante avec Agamemnon, quand le chef suprême des Achéens retire au héros son trophée de guerre, la captive nommée Briséis. Pour Achille, cela constitue une insulte personnelle intolérable, une atteinte à son honneur et à son statut. Il quitte le camp achéen et son refus de combattre compromet toute la campagne militaire. En plein cœur de cette crise, c'est Ulysse en personne qui mène l'ambassade envoyée au plus grand des guerriers, le suppliant de revenir. Cette scène révèle pleinement l'immense confiance dont il jouissait. Il était considéré comme l'homme capable de trouver les mots, même pour celui qui était consumé par une colère légitime et une offense mortelle. L'île d'Ithaque, gouvernée par Ulysse, se situait à la lisière occidentale du monde égéen. À la fin de l'âge du bronze, c'était une terre reculée, mais en aucun cas isolée, qui s'inscrivait dans la sphère générale de l'influence culturelle et politique mycénienne. Des fouilles archéologiques menées à Stavros, sur l'actuel Ithaque, ont révélé de la céramique mycénienne et des traces de colonies datant du XIIIe siècle avant notre ère. Et bien qu'aucun complexe palatial à part entière n'ait été découvert ici, l'existence d'un centre de pouvoir, même modeste, ne fait aucun doute pour les chercheurs. Cela confirme que l'image d'Ulysse, en tant que souverain d'un royaume certes petit, mais indépendant, pouvait avoir une base historique réelle. La spécificité de sa figure réside dans la constante comparaison avec d'autres leaders disposant de bien plus de ressources. Il cède à Agamemnon en étendue de possession et à Achille en force physique. Mais c'est précisément lui qui se révèle être le maillon indispensable lorsque la force brute ou l'autorité formelle atteignent leurs limites. Sa fameuse ruse, dans la tradition grecque, ne signifie pas la perfidie ou la tromperie, mais plutôt la sagesse, cette capacité à voir plus profondément, à agir avec souplesse et à atteindre son objectif dans les circonstances les plus complexes. Dans l'épopée, Ulysse est également l'initiateur de décisions qui modifient radicalement le cours des événements. Il participe à la planification de l'opération du cheval de Troie, dirige les missions de reconnaissance et joue un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie globale du siège. Dans les poèmes faisant partie du cycle épique, il est décrit comme celui qui insiste pour la poursuite de la guerre quand d'autres sont déjà prêts à battre en retraite. Sa voix a du poids, non en raison de sa position formelle, mais grâce à son autorité intellectuelle. Dans la Petite Iliade et d'autres poèmes du cycle, il est raconté que c'est Ulysse qui proposa d'utiliser un cheval de bois géant pour pénétrer l'imprenable Troie. Il sélectionne également les guerriers les plus intrépides et les place à l'intérieur de la construction mortelle, puis simule le retrait de la flotte achéenne pour endormir la vigilance des Troyens. Plus tard, lorsque les Grecs s'emparent de la ville, Ulysse agit avec décision et sans hésitation. Il participe à l'incendie de Troie, pourchasse les défenseurs survivants, s'empare des statues sacrées des dieux et des reliques. Ces scènes ne font que renforcer l'image d'un homme capable de mener à bien n'importe quel plan, aussi cruel soit-il. Après la destruction de Troie, Ulysse devient le personnage principal d'un grand poème distinct, l'Odyssée, qui relate son long et douloureux retour chez lui.
Cette partie de la tradition épique le dépeint déjà hors de l'armée et de la coalition, dans une lutte solitaire pour le droit de retrouver les siens. Mais tant dans l'Iliade que dans les autres poèmes du cycle, il demeure la figure autour de laquelle cristallisent les compromis, naissent les plans géniaux et se prennent les décisions les plus inattendues. Son rôle souligne une vérité fondamentale. La guerre n'est pas seulement question d'armes et de courage, mais aussi de raison et d'art de naviguer dans un monde où l'ordre et la justice peuvent être brisés à tout moment. Après avoir évoqué les héros achéens, il est logique de se tourner vers la partie qu'ils ont assiégée pendant 10 ans. Et parmi les Troyens, la figure la plus significative et la plus tragique est sans aucun doute Hector, un vaillant guerrier, un père aimant et l'héritier du trône troyen. Contrairement à de nombreux héros grecs, ses actions sont toujours en adéquation avec sa position dans la société, son statut au sein de l'armée et ses devoirs sacrés envers sa famille et sa cité natale. Dès le début, il était prédestiné que les chemins de ces deux mondes, incarnés par leurs plus grands héros, devaient se croiser en un point de non-retour. C'est précisément lui qui devint l'imprenable rempart sur lequel reposait toute la défense de Troie assiégée. Cette position ne fut pas tant méritée par droit de naissance que par sa participation constante et active aux moments les plus périlleux de la bataille et sa volonté inébranlable d'assumer tout le poids de la responsabilité du destin de son peuple. Dans l'épopée immortelle d'Homère, Hector apparaît comme le commandant en chef suprême des forces unies des Troyens et de leurs alliés. Cependant, son autorité ne ressemble en rien à la puissance formelle d'Agamemnon. Il ne se contente pas de donner des ordres depuis les murailles imprenables de la cité, mais il mène personnellement les guerriers au combat, incarnant un modèle de courage et d'abnégation. Ainsi, sur les épaules d'un seul homme, reposait le destin d'un peuple entier, et ce fardeau fut à la fois sa plus grande force et sa malédiction secrète. Hector se révèle le premier-né du roi Priam, l'époux d'Andromaque et le père du jeune Astyanax. Cet enchevêtrement de liens familiaux détermine sa destinée. Il devient le principal défenseur de Troie, assumant tout le poids du commandement de la défense de la cité assiégée. Chacune de ses actions sur le champ de bataille n'est pas dictée par des ambitions personnelles, mais par une profonde conscience de ses responsabilités envers ses proches, son peuple et l'histoire elle-même. En cela, il est l'antithèse absolue d'Achille, pour qui la guerre est une voie vers la gloire éternelle et l'immortalité dans la mémoire des générations. Les priorités d'Hector sont radicalement différentes. Ses pensées et ses actes sont entièrement dédiés à la survie de sa cité natale. Sa mission n'est pas la quête d'une gloire retentissante, mais la préservation des murailles de Troie et la protection de quiconque y cherche refuge. Ce fardeau de responsabilité ne le transforme pas en une machine de guerre dénuée d'âme. Au contraire, les moments les plus poignants de l'épopée, ses dialogues d'adieu avec Andromaque et son fils, révèlent sa profonde humanité. Dans ses paroles s'entremêlent l'inquiétude pour leur avenir, la tendresse d'un mari et d'un père aimant, et l'inébranlable résolution d'accepter son destin. La tradition homérique élève un tel comportement au rang de la plus haute vaillance. Le véritable courage ici ne réside pas dans la quête de récompense ou de gloire, mais dans le fait de suivre la boussole intérieure du devoir, même lorsque cela exige les plus grands sacrifices. Son commandement n'était pas une direction détachée depuis les palais royaux. Hector était le cœur et l'âme de la défense troyenne, se tenant directement sur la ligne de front. Il n'était pas un symbole passif du pouvoir, mais un exemple vivant pour ces guerriers, dont la présence personnelle au cœur même de la mêlée leur insufflait de l'audace. C'est Hector qui menait les soldats à l'assaut, repoussant les ennemis jusqu'aux navires achéens, coordonnait les actions des contingents alliés, organisait la défense des portes vulnérables et se battait côte à côte avec les simples soldats. Bien que l'histoire troyenne n'ait pas engendré un cycle épique d'une telle ampleur que celui des Achéens, la figure d'Hector a connu une pérennité remarquable au sein de la culture.
Fait remarquable, même ses adversaires grecs lui vouaient un respect sincère. Dans les tragédies ultérieures, la poésie romaine et les traités philosophiques, il s'est mué en archétype du noble guerrier qui, jusqu'à son dernier souffle, demeura fidèle à son devoir et à sa dignité humaine. Et bien qu'aucune preuve directe de l'existence d'un Hector historique n'ait été découverte, les fouilles archéologiques offrent un cadre des plus convaincants à une telle personnalité. Les fouilles menées sur le site présumé de Troie, dans les strates culturelles datées de la fin du XIIIe siècle avant notre ère, ont dévoilé au monde de puissants murs d'enceinte, des tours de guet, ainsi que des traces manifestes de combats acharnés et de destruction. Tout cela suggère l'existence d'un système militaire remarquablement organisé, dont la direction exigeait un chef de la plus haute envergure. Il est fort probable qu'un tel chef de guerre ait réellement existé, quitte à porter un nom différent. La tradition épique, quant à elle, a concentré en la figure d'Hector toutes les qualités du chef idéal, à qui incombaient non seulement des obligations militaires, mais aussi les plus hautes responsabilités morales. Officiellement, l'élément déclencheur de ce conflit qui allait aspirer des dizaines de royaumes de la région égéenne fut l'union entre Paris, prince de Troie, et Hélène, reine de Sparte. Cependant, derrière ce récit romanesque, se cachent des réalités politiques et culturelles bien plus profondes de la fin de l'âge du bronze. Paris, le prince de Troie, qui grandit loin de la cour avant de retrouver les siens, incarne un type de héros singulier. Il est de lignée royale, mais ses atouts majeurs ne sont ni l'épée ni la lance, mais son charme personnel et une beauté irrésistible. Dans un monde où le statut était défini par la bravoure martiale, Paris opérait selon des règles radicalement différentes, ce qui plaçait sa figure en dehors du canon héroïque habituel. Hélène, dont l'ascendance était rattachée à Léda elle-même et, selon la légende, à Zeus dès son plus jeune âge, n'était pas qu'une simple beauté, mais un atout politique des plus précieux. Son mariage avec Ménélas, le roi de Sparte, servait de pierre angulaire, scellant l'alliance entre sa maison et d'autres puissantes dynasties achéennes. À cette époque, les mariages dynastiques constituaient précisément le principal instrument de la diplomatie. Par leur intermédiaire, les traités étaient conclus, les sphères d'influence délimitées et des alliances solides forgées. C'est pourquoi, lorsqu'Hélène quitta Sparte pour Troie, cela fut perçu non comme un drame personnel, mais comme un acte subvertissant l'ordre mondial établi. Sa disparition rompit un fil essentiel qui liait les royaumes achéens et devint un défi géopolitique direct exigeant une riposte. La nature polymorphe de son image se reflète dans les diverses interprétations des auteurs antiques. Dans l'Iliade, elle apparaît comme une figure réflexive, tourmentée par la culpabilité, dans les tragédies d'Euripide comme une femme en proie à une profonde rupture intérieure, tandis que dans le traité rhétorique d'Isocrate, l'éloge d'Hélène, elle se mue carrément en un don divin idéalisé, dont la grandeur justifie tous les bouleversements. Poris lui-même, n'étant ni un grand guerrier ni un stratège, remplit dans l'épopée une fonction différente mais non moins cruciale, celle de catalyseur de changements mondiaux. Son choix personnel illustre comment, dans la pensée antique, l'acte privé d'un seul individu pouvait se transformer en un bouleversement tectonique pour le destin de nations entières. Enfin, au cœur du monde troyen se dresse la figure du vieux roi Priam, le souverain sous le règne duquel la ville affronta la plus grande épreuve de son histoire. Dans les récits épiques, sa position repose moins sur la force que sur la sagesse, l'expérience de vie et une autorité incontestable. Le pouvoir de Priam est celui du verbe, du conseil et d'une gestion mesurée, particulièrement précieux dans les dures réalités d'un siège de plusieurs années, où sa seule présence servait de pilier moral à toute la société troyenne. Les destins du protecteur, du séducteur, de la femme sublime et du sage s'entrelacèrent en un nœud inextricable, qu'il ne restait plus qu'à trancher par l'épée de la guerre.
Au plus fort des opérations militaires, le vieux roi ne se dérobe pas à la gestion de Troie. Au contraire, il en devient le cœur administratif névralgique. Sa cour se transforme en centre nerveux de la cité assiégée, où l'on reçoit les ambassadeurs des alliés, où se tiennent les conseils de guerre et où l'on analyse la situation constamment changeante sur les remparts. Par un dialogue étroit avec Hector, il maintient le contrôle des processus internes, empêchant la ville de sombrer dans le chaos. L'image de Priam est celle d'un souverain qui, jusqu'à son dernier souffle, demeure à son poste, servant de symbole vivant de l'État troyen indompté. Le point culminant de son sacrifice paternel et royal se trouve dans l'un des épisodes les plus poignants de l'Iliade. Après qu'Hector a péri sous les coups d'Achille, Priam, laissant derrière lui la sécurité des murs de la ville, ose l'impensable. Une visite personnelle dans le camp ennemi pour implorer la restitution du corps de son fils bien-aimé. Chargé de riches présents sur un char, il entreprend seul ce chemin mortellement périlleux. Dans son discours adressé à Achille, résonne non seulement la supplique d'un père brisé par le chagrin, mais aussi l'inaltérable dignité d'un monarque. Ces mots trouvent un écho dans l'âme du héros achéen, ravivant en lui le souvenir de son propre père Pélée, et la tension farouche cède la place à un profond respect humain. Cet épisode prouve que la véritable force de Priam ne réside pas dans les armes, mais dans sa capacité à influencer les hommes par la puissance de la parole et la noblesse. Selon la tradition épique, avant que la flotte achéenne ne mette le cap sur les rives de Troie, ses chefs se rassemblèrent au port d'Aulis. C'est là que se déroule l'une des intrigues les plus tragiques de tout le cycle précédant la guerre, le rituel du sacrifice d'Iphigénie. Une flotte colossale est prête à appareiller, mais les navires se trouvent immobilisés par une absence totale de vent, que les prêtres interprètent comme la colère de la déesse Artémis. Agamemnon, le commandant suprême de l'expédition, apprend que seule une offrande peut apaiser la déesse, et que cette offrande doit être sa propre fille. Cette histoire, absente de l'Iliade, mais développée en détail par des auteurs ultérieurs, notamment Euripide dans la tragédie Iphigénie à Aulis, existe en deux versions. Dans l'une, Iphigénie est effectivement sacrifiée. Dans l'autre, au dernier instant, Artémis substitue la jeune fille par une biche et l'emporte au loin. Les deux dénouements ne servent pas tant de chronique d'un événement réel que de paraboles philosophiques sur le conflit insoluble entre le fanatisme religieux, la nécessité politique et la tragédie personnelle d'un père. Les racines historiques de ce récit plongent probablement dans des pratiques rituelles réelles, effectuées avant d'importantes entreprises. Pour les civilisations de la fin de l'âge du bronze, de tels rites n'avaient rien d'exceptionnel. Les découvertes archéologiques à Mycène, Pylos et Tyrinthe témoignent qu'avant le début des campagnes militaires ou l'édification de grandes fortifications, des rituels étaient menés au cours desquels des animaux étaient sacrifiés, le plus souvent des bœufs, des moutons ou des porcs. Bien que les preuves directes de sacrifices humains soient extrêmement rares, dans une culture où le succès d'une entreprise était directement lié à la volonté divine, de tels mythes purent naître comme un reflet hyperbolisé des coutumes existantes. Le fait même d'un tel sacrifice soulignait l'ampleur colossale de l'expédition, exigeant de ses dirigeants non seulement l'unité militaire, mais aussi une détermination personnelle extrême. Une fois débarqués sur les côtes de la Troade, les Achéens furent contraints d'entreprendre un siège prolongé. Dans les réalités de cette époque, cela ne signifiait pas des assauts constants, mais plutôt une série d'escarmouches épuisantes, l'incendie de villages voisins, des raids de pillage et le blocus des voies d'approvisionnement. L'assaut des forteresses, quand il était tenté, se faisait à l'aide d'échelles, de béliers et de sapes, mais le plus souvent, les villes étaient prises par l'usure, épuisant leurs ressources pendant de longs mois, parfois même des années. Sur le champ de bataille, les chars dominaient, transportant rois et guerriers les plus nobles, suivis par une infanterie lourdement armée.
Les armes principales étaient les lances, les javelots et les épées courtes en bronze. La protection était assurée par de grands boucliers de bois recouverts de cuir et des armures de bronze, telles que la célèbre cuirasse de Dendra, qui couvrait entièrement le torse et les épaules du combattant. De telles armures n'étaient accessibles qu'aux représentants de la haute aristocratie, de même que les fameux casques ornés de défenses de sangliers, dont les fragments, retrouvés par les archéologues, confirment la précision des descriptions d'Homère. Ces casques avaient non seulement une fonction protectrice, mais aussi rituelle, soulignant le statut élevé du guerrier. Après plusieurs années d'un siège exténuant, le récit déplace son centre d'intérêt. Ce ne sont plus les affrontements d'armées qui sont au premier plan, mais les décisions personnelles, les duels et les tragédies de héros isolés. Désormais, le destin de nations entières ne se décidait plus par les manœuvres des régiments, mais par la force de la colère, la profondeur du chagrin et la soif de vengeance qui habitaient le cœur de quelques mortels. Ce sont précisément ces drames personnels qui confèrent à l'épopée son profond dramatisme, reflétant la perception mycénienne de la guerre comme une succession d'actes individuels, chacun portant des conséquences fatales pour des peuples entiers. Le premier de ces moments décisifs est le duel entre Ménélas, roi de Sparte, et Paris, prince de Troie. Alors que les armées adverses sont prêtes à s'affronter, Paris s'avance, posant avec panache devant l'armée achéenne. Cependant, à la vue de Ménélas, qui se dirige vers lui les armes à la main, le prince recule lâchement dans les rangs de ses compatriotes. Hector reproche alors publiquement à son frère son comportement indigne et exige qu'il prouve sa volonté d'assumer les conséquences de son choix. Sous la pression de ces accusations, Paris propose de décider du sort d'Hélène lors d'un duel singulier. Le vainqueur emporte la femme et sa riche dot, et la guerre prend fin. Les deux parties acceptent cette proposition, et la bataille à grande échelle est reportée. Après que les prêtres eurent sacrifié rituellement 2 agneaux et que les chefs eurent prêté serment sacré aux dieux, les armées se dispersent, libérant l'espace pour le duel. Paris, revêtu de son armure et armé de son arc et de son épée, décoche la première flèche, mais celle-ci ne fait que rebondir impuissante sur le bouclier de Ménélas. Une mêlée acharnée s'engage au corps à corps. Ménélas parvient à blesser Paris d'un coup de lance, à le saisir par le casque et à le tirer vers les siens, savourant déjà son triomphe. Mais à l'instant même où la victoire semble inéluctable, Paris disparaît mystérieusement du champ de bataille. Selon le poème, il est sauvé et emporté dans ses appartements par la déesse Aphrodite elle-même. La fragile trêve est brisée et la guerre reprend avec une nouvelle fureur. L'idée même d'un tel duel comme moyen légitime de résoudre un conflit est profondément enracinée dans la tradition antique. On connaît un précédent historique où un différend territorial frontalier entre Sparte et Argos fut tranché par le combat des 3 meilleurs guerriers de chaque camp. Cette approche permettait d'éviter un bain de sang de masse et de sauver la face des 2 parties en litige. Le duel de Paris et Ménélas suit la même logique. Les questions d'honneur, de mariage dynastique et d'obligations alliées pouvaient être résolues par un combat rituel entre les 2 principaux protagonistes. L'épisode charnière suivant, qui change le cours de la guerre, est la mort de Patrocle. Achille, outragé par Agamemnon, se retire ostensiblement du champ de bataille. Mais lorsque les Troyens menacent d'incendier la flotte achéenne en s'approchant dangereusement des vaisseaux, son ami le plus cher, Patrocle, le supplie de l'autoriser à revêtir son armure et à mener la contre-offensive. Achille acquiesce, mais impose une condition sine qua non. Patrocle ne doit que repousser l'ennemi loin du camp, sans jamais le poursuivre jusqu'aux murailles de Troie. Cependant, ivre de son premier succès, Patrocle brave l'interdit. Il entraîne derrière lui les bataillons de Myrmidon et poursuit avec fureur les Troyens en déroute jusqu'aux portes mêmes de la cité, où il se retrouve face à face avec Hector. Dans l'affrontement qui s'ensuit, Patrocle succombe.
L'épopée souligne que son trépas était scellé par l'intervention divine. D'abord, le dieu Apollon lui assène un coup invisible dans le dos, le rendant vulnérable. Ensuite, le Troyen Euphorbe lui arrache son arme, et ce n'est qu'après cela qu'Hector lui porte le coup de grâce de sa lance. La funeste nouvelle de la mort de son ami plonge Achille dans un abîme de désespoir. Il s'arrache les cheveux, se couvre le chef de cendre et jure de venger Patrocle. Sa mère, la déesse marine Thétis, se tourne vers Héphaïstos, le dieu forgeron, et celui-ci forge pour le héros un jeu d'armure inédit, destiné à devenir l'un des plus illustres de la littérature universelle. Sur le bouclier d'Achille sont représentées non pas de simples scènes de bataille, mais un univers entier. Des cités en temps de paix comme de guerre, la voûte céleste, des tableaux de labeur et de liesse. À travers cette description, l'épopée laisse entrevoir que la vengeance imminente du héros ne sera pas un simple acte de représailles, mais un événement d'une ampleur cosmique, bouleversant l'ordre établi du monde. Après cela, Achille, transfiguré, se jette sur le champ de bataille, se muant en une force de destruction irrésistible. C'est à cet instant que l'Iliade introduit le célèbre épisode mythologique du combat entre le héros et le fleuve Scamandre. Le cours d'eau, débordant des corps des Troyens massacrés, se soulève contre Achille, sort de son lit et tente de l'engloutir. Cette scène symbolise que la fureur du héros est devenue si monstrueuse que la nature elle-même se dresse contre lui. Enfin, l'heure du duel décisif avec Hector sonne. Le chef des Troyens accepte le défi, s'aventurant hors des murs de la cité, non sans savoir qu'il ne reviendra vraisemblablement pas vivant. Achille remporte la victoire, transperçant Hector d'un coup de lance dans le cou. Le héros moribond s'adresse à son meurtrier avec une ultime requête, rendre son corps au sien pour une sépulture digne. Mais Achille, aveuglé par le chagrin et la soif de vengeance, lui oppose un refus catégorique. Ce refus marque le point d'orgue de l'acharnement, au-delà duquel doit s'opérer une rédemption morale et un retour aux préceptes humains. Après le combat, Achille commet un acte d'humiliation suprême. Ayant attaché le corps d'Hector à son char, il fait 3 fois le tour des remparts de Troie, traînant son ennemi terrassé dans la poussière. Cependant, ce sacrilège même devient le point de bascule. Plus tard, lors de sa rencontre avec le père d'Hector, le vieux roi Priam, Achille est enfin illuminé par la clairvoyance. Il rend le corps, accepte une trêve et permet aux Troyens d'ensevelir leur héros. Car selon les lois non écrites du monde hellénique, même le plus farouche des ennemis avait droit à une sépulture. Cette redécouverte de son humanité, advenue sur les cendres de la plus grande des batailles, constitua le véritable, bien que tragique, épilogue de sa guerre intérieure. Même après la chute d'Hector, pilier inébranlable de Troie, la guerre ne connut pas son terme. Achille, sa soif de vengeance apaisée, demeura dans le camp achéen et continua de prendre part au combat. Lors des affrontements décisifs, c'est lui, le chef incontesté, qui mena l'armée grecque jusqu'au rempart même de la cité imprenable. Sa fureur et sa bravoure continuaient d'inspirer la terreur au cœur de ses ennemis et l'espoir dans l'âme de ses compagnons. Mais le destin voulut que le plus grand des héros ne vit jamais le triomphe pour lequel il avait tout sacrifié. Il ne connut pas la victoire finale des Achéens, ni le jour où les flammes dévoreraient la fière Troie. Son chemin vers la gloire immortelle était-il achevé, ou bien fut-il victime de ce même destin qu'il avait si désespérément tenté de déjouer? Peu après son triomphe décisif au combat, le plus grand des guerriers achéens trouva la mort. La légende la plus solidement ancrée à travers les siècles raconte qu'une flèche décochée par le prince troyen Paris lui fut fatale. La tradition dépeint cette scène ainsi. Paris, loin d'agir en combat singulier, opéra depuis une cachette, peut-être depuis les remparts de la ville assiégée, et ses gestes furent guidés de manière invisible par Apollon lui-même,
qui dirigea le vol mortel de la flèche vers l'unique point vulnérable du corps du héros, son talon. Cette partie du corps, comme le croyaient les anciens, était restée sans protection lorsque sa mère l'avait plongé, enfant, dans les eaux sacrées du fleuve souterrain, le Styx, qui confère l'invulnérabilité. Ce motif se retrouve déjà dans les plus anciens récits archaïques du mythe, et à l'époque de l'Antiquité tardive, il se mua en un symbole central, expliquant la chute de l'invincible. Il est à noter, cependant, que l'Iliade elle-même reste muette sur cet événement. Le poème homérique s'achève sur la description des rites funéraires en l'honneur d'Hector, laissant le récit de la mort d'Achille aux champs ultérieurs du vaste cycle épique. Dans des sources plus anciennes, il est simplement rapporté qu'il reçut une blessure mortelle par une flèche, ce qui, dans le contexte de la culture héroïque de l'époque, était considéré comme une mort sans gloire, indigne d'un guerrier qui n'avait jamais connu la défaite en combat loyal. Le héros, invaincu lors d'innombrables affrontements, succomba au moment même où la victoire dans cette guerre interminable semblait à portée de main. Après sa disparition, les Grecs récupérèrent le corps de leurs compagnons tombés au combat après de rudes affrontements et organisèrent de fastueuses funérailles. Sur un bûcher colossal, dressé sur le rivage marin, furent consumées son armure, ses armes, de précieux présents, ses chevaux de guerre et, selon une sombre tradition, des jeunes Troyens captifs, immolés à son ombre. Les cendres du guerrier furent recueillies dans une précieuse urne qui, selon des auteurs ultérieurs, fut déposée dans la même tombe que celle de son fidèle ami Patrocle, scellant ainsi leur lien indéfectible. Un haut tumulus fut érigé au-dessus de leur sépulture, sur la rive de l'Hellespont, juste en face des murs de Troie, afin qu'il fût visible des navires parcourant les flots. Toutefois, l'histoire d'Achille ne s'arrêta pas là. Dans la conscience religieuse des Hellènes, il se transforma en objet de culte héroïque. L'historien Hérodote mentionne que les descendants des Achéens, en particulier les navigateurs qui passaient près de sa tombe, accomplissaient des sacrifices en son honneur. Une tradition encore plus tenace et mystique associe son destin posthume à l'île de Leucade, l'île blanche située à l'embouchure du Danube. Selon les textes d'Arien et de Strabon, le corps même du héros y fut transporté par la volonté des dieux, porté par les vents marins. La légende veut que sur cette île, les dieux aient érigé pour lui un temple resplendissant, au sein d'un bois sacré, où résidait l'ombre immortelle d'Achille. Là, en son honneur, on offrait des sacrifices, on organisait des compétitions rituelles de course, et l'on déposait en offrande des armes et des couronnes tressées. L'île était réputée mystérieuse et difficile d'accès. Les marins qui osaient s'approcher de ses rivages affirmaient y entendre des sons de lyre ou les pas mystérieux d'êtres invisibles. Dans des sources plus tardives, d'époque romaine, il était même dit que Patrocle y résidait également, et parfois d'autres héros de la guerre de Troie y trouvaient aussi leur refuge. Ainsi, l'île de Leucade se transforma en une sorte d'Élysée héroïque, un lieu de béatitude éternelle pour les âmes élues, existant en dehors du temps. Les auteurs romains tardifs, parmi lesquels Lucain et Philostrate, soulignèrent tout particulièrement que c'est là, et non dans le sombre royaume des morts, qu'Achille avait trouvé sa véritable immortalité. Après sa mort, la figure centrale du camp achéen devient l'ingénieux Ulysse. C'est à son nom que la tradition antique associe l'épisode le plus célèbre et le plus symbolique de toute la guerre de Troie, la création du cheval de bois. Cette image est devenue l'une des plus reconnaissables de toute la mythologie grecque, bien que ses fondements historiques fassent encore l'objet d'ardentes discussions. Dans la version classique du mythe, parvenue jusqu'à nous à travers le Odyssée d'Homère et surtout le Énéide de Virgile, les Grecs, désespérant de prendre Troie par la force après un siège de 10 ans, eurent recours à la ruse militaire. Ils construisirent une gigantesque figure de cheval en bois, à l'intérieur de laquelle ils cachèrent une troupe de leurs meilleurs guerriers, avant de simuler un retrait, emmenant leur flotte au-delà de l'horizon.
Découvrant un cheval monumental devant leur porte, les Troyens décidèrent que c'était un don sacré à la déesse Athéna, et malgré les avertissements, le firent entrer dans la ville. Au cœur de la nuit, les guerriers dissimulés s'en extrairent, ouvrirent les portes de la cité, et les forces principales achéennes, qui s'étaient dissimulées à proximité, firent irruption dans une Troie sans défense, la vouant à sa perte dans les flammes et la désolation. D'un point de vue scientifique et historique, ce récit soulève de nombreuses questions. Depuis la fin du XIXe siècle, archéologues et philologues ont proposé plusieurs théories tentant d'expliquer la véritable toile de fond de ce mythe. Selon l'une d'elles, de nature symbolique, le cheval de bois pourrait avoir été le nom poétique d'une machine de siège. À l'âge du bronze tardif, de lourdes structures couvertes et montées sur roues étaient effectivement utilisées, permettant aux guerriers de s'approcher en toute sécurité des murs pour incendier les portes ou détruire les fortifications. Il est tout à fait possible que, dans le jargon militaire de l'époque, le mot « cheval » ait désigné une telle machine. Une autre hypothèse, de nature géophysique, suggère que le cheval est une image métaphorique d'un cataclysme naturel. Dans la mythologie grecque, Poséidon était vénéré non seulement comme le maître des mers, mais aussi comme le dieu des tremblements de terre, et il était également considéré comme le protecteur des chevaux. Si les murs de Troie furent détruits par une puissante secousse tellurique, alors la tradition poétique ultérieure aurait très bien pu envelopper cet événement dans l'image d'un cheval divin qui aurait anéanti la ville. Cette théorie trouve une confirmation indirecte dans les données archéologiques. Dans les couches de destruction de 3-7, la ville sur la colline d'Issarlik, datée du XIIIe siècle avant notre ère, on a découvert des traces de puissants éboulements et d'incendies. Il existe également une troisième version, politico-psychologique, qui évoque la possibilité d'une trahison au sein de la ville, où, après de si longues années de siège, des partisans de la capitulation auraient pu apparaître. Ainsi s'acheva l'histoire de la cité, tombée moins sous les coups des armes que sous le poids d'un seul et unique présent, dont la véritable nature restera à jamais un sujet de controverse. L'hypothèse de l'ouverture traîtresse des portes de l'intérieur trouve une confirmation indirecte dans les données archéologiques, indiquant que l'assaut de la ville fut fulgurant et accompagné d'un incendie dévastateur. Dans un tel scénario, la légende du cheval de bois apparaîtrait comme un paravent commode, destiné à dissimuler la véritable cause de la chute, une division interne au sein de la société troyenne. Pour la conscience antique, l'idée que la grande Troie ait chuté à cause d'une trahison banale était probablement moralement inacceptable, et c'est pourquoi cette tragédie fut revêtue de la forme d'une ruse militaire ingénieuse, auréolée d'une intervention divine. Une autre piste d'analyse concerne la dimension religieuse de cet événement. Le cheval était vénéré comme un animal sacré par de nombreux peuples de la Méditerranée orientale et était intrinsèquement lié à divers cultes de force et de pouvoir. Il n'est pas exclu que les Achéens aient effectivement laissé une sculpture en bois aux portes de la ville comme offrande rituelle, misant astucieusement sur la confiance superstitieuse des Troyens envers de tels symboles. L'acceptation d'un tel don à l'intérieur de la ville aurait pu être perçue comme une violation d'un tabou sacré, attirant par elle-même le malheur. Le motif de l'objet étranger, mais introduit, porteur de destruction, se retrouve également dans plusieurs œuvres littéraires du Proche-Orient. Enfin, il est tout à fait plausible que le récit du cheval de Troie représente une élaboration artistique tardive de l'idée même de ruse militaire, intégrée de manière organique au cycle des mythes héroïques. Dans la culture antique, Ulysse incarnait non pas la force brute, mais l'intelligence raffinée et l'ingéniosité. L'apparition de l'image du cheval au stade tardif de la formation de la tradition orale permit de souligner de manière éclatante cette qualité, en l'opposant aux héros qui ne triomphent que par la bataille ouverte. Ainsi, le mythe lui-même pourrait ne pas être le reflet d'un fait historique précis, mais un procédé littéraire génial
qui s'est ancré à l'époque où l'histoire de la guerre de Troie s'est finalement cristallisée en une structure épique canonique. Il est sans doute impossible de reconstituer avec certitude le fondement historique de cet épisode. Cependant, le fait que la destruction de la ville ait été soudaine et accompagnée d'un incendie gigantesque renforce la thèse d'une infiltration inattendue de l'ennemi au-delà de ses murs. Comment cela s'est-il précisément produit? Par une ruse de guerre, une trahison ou même une catastrophe naturelle, demeure une question sans réponse. Mais la puissance symbolique de cette image s'est avérée si immense qu'elle a transcendé toutes les interprétations historiques, se muant en un symbole universel de la ruse et de la victoire obtenue par l'intelligence plutôt que par la force, et s'est inscrite à jamais dans le code culturel de l'Europe. La chute de Troie marqua la fin de la guerre, mais ne fut que le prologue au drame personnel de ses illustres protagonistes. Leurs destins ultérieurs se révélèrent tout aussi intenses et tragiques que la décennie de combats elle-même. Ces récits d'après-guerre constituent une vaste toile épique, où les intrigues mythologiques reflètent les véritables bouleversements historiques survenus dans la région. Ainsi, le long retour d'Ulysse à Ithaque, qui dura, selon la tradition poétique, 10 ans, est empli de symboles qui, avec le temps, furent interprétés non pas littéralement, mais comme une métaphore des pérégrinations dans un monde où les anciennes structures s'étaient effondrées. Chacune de ces épreuves, que ce soit l'île de la nymphe Calypso, les terres des géants anthropophages ou la perte de ses fidèles compagnons, pouvait refléter les dangers réels de la navigation maritime durant une période de désintégration des anciennes routes commerciales. Les historiens estiment que des connaissances réelles sur la côte occidentale de la Grèce, l'Italie du Sud et les eaux de l'Adriatique furent entrelacées dans son itinéraire fictif. La destinée d'Agamemnon, roi de Mycène, ne se révèle pas moins tragique. De retour sur sa terre natale en vainqueur, il fut traîtreusement assassiné dans son propre palais. Le mythe lie directement sa mort au sacrifice qu'il avait jadis consenti, celui de sa fille Iphigénie, offerte aux dieux pour obtenir des vents favorables à l'expédition contre Troie. Cependant, des interprétations ultérieures, notamment celles des tragédies attiques, y voient le point culminant de la désintégration du pouvoir patriarcal. L'assassinat d'Agamemnon par son épouse Clytemnestre et son amant Égiste est désormais perçu comme un véritable coup d'État de palais, rendu possible par l'affaiblissement du système de gouvernement traditionnel après 10 ans d'absence du roi. Ce tableau mythologique trouve une correspondance frappante dans les faits historiques. Les preuves archéologiques révèlent une vague de destruction et d'incendies dans les plus grands centres mycéniens, aux alentours des années 1150 à 1130 avant notre ère. Après la chute de Troie, la civilisation mycénienne ne parvint jamais à se relever de ce choc. L'écriture syllabique disparaît, les économies palatiales s'effondrent, et les routes commerciales établies avec l'Orient sont rompues. Au cours des 2 siècles suivants, la Grèce continentale s'enfonce dans une période que les historiens nomment les « âges obscurs ». La vie urbaine s'éteint et la population entame une migration massive. Dans ce contexte, la légende de la guerre de Troie apparaît non plus comme un simple poème épique héroïque, mais comme une grandiose allégorie culturelle ayant gravé dans la mémoire des générations un bouleversement civilisationnel majeur. Le mythe ne fournit pas un rapport direct des événements précis, mais il façonne l'image d'une transition, d'un passage d'un monde de puissants royaumes vers une ère d'isolement, de déplacement chaotique et de l'émergence de nouvelles structures sociales. Les héros, épargnés par les flammes du conflit, se retrouvent, dans la logique poétique du mythe, non pas en triomphateurs, mais en exilés, voués à l'errance, à la trahison et à la mort. Le mythe a conservé les noms des vainqueurs, mais l'histoire elle-même s'apprêtait à effacer sans pitié le monde qu'ils avaient quitté en partant à la guerre.